Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Adolescents délinquants et leurs parents. Bande et violences en groupe. Copyright L'Harmattan, 2011. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 55 131 2. EAN 9 782 296 551 312. Bernard Gaillard. Sylvie Hamel. René-André Brisebois. Adolescents délinquants et leurs parents. Bande et violences en groupe. L'Harmattan. Crise et anthropologie de la relation. Collection dirigée par Marie-Louise Martinez. Une situation actuelle de crise diffuse, insidieuse ou paroxystique est observable dans différents champs et domaines de la culture, famille, éducation, médecine et thérapie, entreprise, médias, sport, art, droit, politique, religion, etc. Elle est envisagée selon diverses perspectives, littérature, sciences humaines, psychologie, sociologie, anthropologie, philosophie, etc. et bien souvent selon des approches interdisciplinaires, pluridisciplinaires et transdisciplinaires. Ces recherches et travaux donnent lieu à un véritable paradigme qui pourrait bien contribuer à définir un nouvel humanisme. Il paraît utile de les rassembler, pour rendre plus perceptible leur cohésion et leur convergence malgré les diversités ou grâce à elles. Cette collection se propose de publier en langue française des ouvrages inédits ou traductions, dont les traits communs sont décrire, analyser et déconstruire la crise et la violence qui se manifestent par des dysfonctionnements intrasubjectifs, intersubjectifs, institutionnels, civils. Dévoiler la relation et le lien dans ses perturbations comme ses ruptures. Désir, mimétisme, indifférenciation, exclusion. Décrire et analyser afin de substituer à certaines règles relationnelles une communication intersubjective, institutionnelle, civile, de respect de la personne et d'ouverture à l'altérité. Déjà paru. Bernard Gaillard, Adolescent qui dérange. Entre différenciation et provocation, 2009. Thomas Herblier, La violence des autres, 2007. Théophile TOSSAVI, Les ONG du Bénin et le système d'aide internationale, 2006. Éric HAEUSSLER, Des figures de la violence, 2005. Federica Casini, Bibliographie des études girardiennes en France et en Italie, 2004. Olivier Morel, Essai sur le mimétisme, 2002. Bernard LASSABLIERE, Ils sont fous ces humains. Détritus, La bonne conscience d'Astérix, 2002. Marie-Louise Martinez, édition, L'émergence de la personne, 2002. Introduction. Les dimensions parentales dans les phénomènes de violence, de délinquance, de gang. Bernard Gaillard et Sylvie Hamel 2. Aborder la question de l'adolescence délinquante est une prise de risque axiologique et méthodologique. Cette question déjà traitée dans différents champs des savoirs professionnels et scientifiques, peut-elle se révéler encore heuristique ? Sans doute faut-il d'abord utiliser la règle de l'époché et accepter notre humilité face aux problèmes que l'adolescent délinquant ne cesse de poser dans nos politiques publiques et nos dispositifs de traitements éducatifs ou thérapeutiques. Il s'agit d'éviter le double écueil des certitudes affirmées sans retenue et des désespérances autour de l'inefficacité partielle de nos actions, afin de pouvoir avancer pas à pas à l'aide de méthodes d'analyse rigoureuses construisant des données solidement référencées. Pour cela, le contexte même de prise d'information est déjà à prendre en compte et à interroger car celui-ci construit de l'objet sociologique. D'autre part, il y a lieu de ne pas se priver de la richesse méthodologique des sciences de l'herméneutique ou du cognitif. Si l'adolescent délinquant est le produit d'une histoire affective et sociale complexe, c'est aussi le cas du clinicien et du chercheur. Étudier l'adolescent délinquant, c'est viser une compréhension des mises en scène psychiques, sociales et institutionnelles.
Celles-ci sont agies et portées par des rencontres subjectives marquées des incertitudes et des angoisses d'un devenir consubstantiellement lié aux dynamiques de séparation, de différenciation, d'aliénation, de dépendance et d'anonymisation. Ces dynamiques sont souvent vécues comme des risques et créent un climat tensionnel nourri épisodiquement de maladresse, que ce soit en famille, à l'école ou dans d'autres institutions de contrôle social impactant les fragilités adolescentes. La désignation d'adolescent délinquant n'est pas sans effet sur l'adolescent lui-même, sur sa famille et sur ses pairs. Elle est vécue comme banale, injustice ou reconnaissance, insignifiante, abusive ou valorisante. Pour la famille, cette désignation donne lieu à souffrance, inquiétude mais aussi hostilité envers la police, résignation, amertume envers la société. Elle risque de faire obstacle à penser un projet de vie sociale. Elle prive souvent la famille de scénarios imaginaires gratifiants avec leur enfant au centre. Contradictoirement, la police et autres administrations de l'État sont sollicitées pour une protection du jeune que la famille sait impossible. Poser un acte délinquant, c'est poser du sens. Parmi d'autres possibles, il peut être une recherche d'exercice d'un pouvoir. L'adolescent en constate les effets au travers des dommages causés et de la mobilisation des adultes, ainsi que de celle des forces de police. Si la délinquance se définit autour des 3 principes, visibilité sociale, nature dérogatoire des actes, action des définisseurs, M. Fréchette, Monsieur Leblanc, 1987, elle est aussi une conduite incriminable, dont le caractère illégal a été ou pourrait être validé par une arrestation ou une comparution devant un tribunal et qui est passible d'une décision à caractère judiciaire et une conduite sélectionnée puisqu'elle n'englobe qu'un nombre limité d'actes dont le calibrage, en matière de dangerosité sociale, est acquis et présente un haut degré de stabilité 3. La délinquance est le résultat d'un croisement entre l'établissement de normes pénales et l'exécution d'une discipline d'administration sécuritaire, de politique policière et judiciaire. Les formes de la délinquance chez les adolescents et de sa pénalisation changent selon l'état du social. Si nous prenons la situation actuelle en France, nous pouvons relever une augmentation globale de 40% du nombre des infractions des mineurs entre 1996 et 2006, augmentation portant essentiellement sur les infractions à personnes dépositaires de l'autorité publique, plus 184%, et sur les coups et blessures, plus 170%. Nous avons également une augmentation de la délinquance des filles, et un abaissement de l'âge du primo-délinquant. Au 1er juillet 2010, le nombre de mineurs incarcérés en France est de 758, soit 1,2% de la population carcérale. L'incarcération du mineur n'est pas le mode majeur de prise en charge du délinquant. À la prison comme mode de contrainte par corps, s'ajoutent 41 centres éducatifs fermés qui accueillent en alternative à l'incarcération les mineurs délinquants. Si en France avec l'ordonnance révisée du 2-2-1945, les mesures éducatives sont privilégiées aux sanctions pénales, nous pouvons remarquer qu'au Québec, la loi sur les jeunes contrevenants 1982 pose comme principe la nécessité d'envisager des mesures individualisées de rechange se substituant aux procédures judiciaires. Elle a été complétée par la loi du 1er avril 2003 sur le système de justice pénale pour les adolescents. Au Québec en 2004 à 2005, 4,7% des jeunes admis au service correctionnel étaient inscrits en unité de garde en milieu fermé. Dans l'ensemble du Canada, 21% d'entre eux ont passé plus de 6 mois en détention. Au Québec en 2007 à 2008, 230 jeunes étaient détenus, soit 0,04% de la population adolescente globale. Cet ouvrage ne traite pas de la délinquance juvénile, mais de l'adolescent délinquant, ce sujet psychique et social qui a toujours été l'objet de nombreuses attentions et sollicitudes. Il faut noter que les mineurs mis en cause en France dans les délits sont liés à un peu moins de 20% de l'ensemble des délits. Les recherches sociologiques, criminologiques, psychologiques et éducatives en ont dressé un tableau contrasté avec plusieurs hypothèses. Celle de profils de personnalité singulières, de conditions sociales de développement spécifiques, d'un mode de fonctionnement psychique marqué par le narcissisme, du surmoi freudien, de la castration symbolique, de la faiblesse du sentiment de culpabilité, de l'insuffisance de l'estime de soi. Inévitablement, le lien de l'adolescent à sa famille est régulièrement posé car suspecté d'être défaillant.
La compréhension de ce lien, souvent réduit à une causalité, est dépendante des processus identificatoires et transférentiels du clinicien et de l'acteur social. La défaillance se trouve alors orientée vers la pathologie de l'un ou de l'autre adolescent parent, ou vers la responsabilité partagée ou non de l'un ou de l'autre. La théorisation en facteurs pose la question de la responsabilité et celle du traitement de celle-ci. Les facteurs les plus souvent évoqués sont le culturel, les ethnies, Lagrange H 2010, les processus d'étiquetage, d'échec, d'exclusion scolaire, Esther Lady-Bell Monsieur 2007, l'intrafamilial et l'engrenage dans les quartiers, Moukieliel 2009, les défauts différenciés des apostrophes, intégration, Lagrange H 2010. Tous ces facteurs invoqués sont traversés par les incertitudes du lien social, les peurs issues des contraintes d'adaptation, le sens des appartenances nouvelles associées à l'énigme insécurisante de l'autre pour l'adolescent à la recherche de communautés d'intérêts et de soucis. Après une reformulation de la question, l'épreuve du chercheur est d'élaborer une stratégie de compréhension renouvelée. L'ouvrage témoigne de cette tentative par un déplacement systématique de notre regard. Au lieu d'observer directement in situ le lien adolescent-famille, le chercheur s'est attaché à s'entretenir, guidé par une trame standardisée, avec l'autre de la relation, cet autre qui lui est historiquement et dialectiquement attaché, cet autre aux émotions entremêlées. L'autre connaît à sa manière notre sujet d'intérêt, cette relation complexe et compliquée entre l'adolescent et sa famille. Il s'agit d'éviter l'aporie d'une approche du jeune délinquant, qui s'appuierait uniquement sur des causalités intrinsèques ou des nocivités familiales au détriment d'une compréhension d'une dynamique singulière des réitérations. Ainsi, pour mieux comprendre les familles des adolescents délinquants, nous sommes allés rencontrer les adolescents eux-mêmes. Ceux-ci ont décrit leurs parents sous un angle orienté avec toutes les ambivalences contributives de la relation humaine. Dans une symétrie méthodologique, pour connaître les adolescents délinquants, nous nous sommes entretenus avec leurs parents. C'est une démarche clinique exigeante soutenue d'une phronésis, c'est-à-dire d'une attention insistante à l'autre dont il s'agit de toujours tenir compte, mais stratégie évitant l'enfermement d'une fascination de l'hubris, cette velléité de toute puissance du chercheur qui oserait penser son contrôle de tous les facteurs d'une situation quitte à se soustraire aux lois dérangeantes de la nature. C'est ainsi une double lecture des liens des adolescents délinquants avec leur famille qui est présentée ici, de cette histoire contrastée et polémique d'une relation difficile. Confrontés au deuil à faire des figures idéalisées du parent et de l'adolescent, ainsi qu'au deuil d'une relation imaginée comme merveilleuse, les uns et les autres présentent une approche nostalgique de représentation et de vécu. Cet ouvrage issu de recherches menées en France et au Québec traverse des pratiques sociales différentes, signes de croisement culturel. En France, les études quantitatives et qualitatives ont porté à la fois sur une population adolescente tout venant de 354 jeunes, et sur des jeunes soumis à une décision judiciaire pour délinquance. 29 jeunes de centres éducatifs renforcés et 7 en centres éducatifs fermés, en alternative à l'incarcération. L'échantillon statistique de la population tout venant est significatif. Les matériaux cliniques obtenus auprès de la population délinquante sont importants. Cependant, une précaution méthodologique doit être prise pour l'interprétation car la population de notre échantillon de jeunes de centres éducatifs renforcés et centres éducatifs fermés est loin de représenter toute la diversité d'une population adolescente délinquante, notamment celle de petite délinquance. La méthode clinique associée s'appuie sur des rencontres utilisant la trame de l'entretien déjà exploité dans nos recherches antérieures 4, entretien associé à la passation d'épreuves projectives, Rorschach, TAT ou Hand-Test. Au Québec, l'étude qualitative s'est opérationnalisée par des rencontres de parents dont le fils a fait l'expérience de gang et qui a, pour ce motif, bénéficié de prise en charge au titre de la loi sur les jeunes contrevenants. 12 parents ont ainsi été rencontrés. Ainsi ce double regard dans ces deux espaces socioculturels restitue un sens anthropologique actuel au rapport adolescent-famille. Un maître de conférences en psychologie, psychopathologie et psychocriminologie, ancien directeur master de victimologie et criminologie Université Rennes 2. De PhD psychologie, professeur, département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières, directrice du Centre international de criminologie comparée, antenne UQTR,
directrice du groupe de recherche et d'intervention sur l'adaptation psychosociale et scolaire. 3 Fréchette Monsieur Esperluette Leblanc Monsieur 1987. Délinquance et délinquants Montréal, Gaëtan Morin 1987 page 28. 4 Voir dans l'ouvrage Gaillard-B 2005. Violence en milieu scolaire et éducatif, Rennes pur. Adolescents en centre éducatif fermé ou renforcé. Bernard Gaillard. 1. Un questionnement éthique sur la place attribuée à la famille. Le lien entre adolescents délinquants et mauvaise famille est régulièrement affirmé. Joly H. 1890 parlait de la défectuosité du milieu familial comme principal facteur de la délinquance des mineurs. Les nombreuses études montrent que c'est dans les familles brisées, en comparaison des familles intactes, que l'on retrouve davantage de délinquance 5. Nous savons pourtant que l'enfance délinquante concerne tous les milieux socioculturels. Cette remarque conduit à prendre certaines précautions dans nos analyses. Il y aurait quelque chose d'insaisissable dans l'émergence de l'adolescent à la société des adultes. Par des faits qui scandalisent, provoquent de fortes émotions, et qui donnent lieu à de nombreuses expressions non équivalentes comme des troubles des conduites, la psychopathie, des conduites antisociales, des comportements délinquants. Les professionnels et institutions sont fortement sollicités dans le cadre des politiques publiques et sollicités sur certaines stratégies professionnelles déclarées pragmatiquement efficaces. Ces faits d'adolescents impliquent souvent la famille régulièrement citée comme responsable par ses carences éducatives ou ses défauts de surveillance et de protection. À la base de la délinquance des mineurs, il est fréquemment fait l'hypothèse de l'existence d'un état d'anxiété déterminé par un conflit le plus souvent familial, et souvent aussi économique et social 6. Nous y trouvons entre autres les abus sexuels de ces jeunes en famille, les violences familiales, les comportements violents ou délinquants à répétition. Un double sentiment de scandale et d'impuissance s'alimente encore plus quand il s'agit d'actes posés par des adolescents parfois très jeunes. Ces faits associés à des défaillances parentales sont à comprendre comme des constructions institutionnelles et anthropologiques qui font douter les adultes et mettent à mal les autonomies professionnelles. Ils renvoient un questionnement éthique nous contraignant à une explicitation des choix opérés dans nos raisonnements. Ce questionnement incite à une réflexion sur un positionnement professionnel soucieux de ses argumentations distanciées et attentif à la place volontairement laissée à l'autre en tant que sujet. Qu'est-ce qui spécifie l'essence, le noyau fondamental du sujet humain ? Corps, sexualité, convictions et valeurs sont généralement considérées comme les caractéristiques d'un sujet, celles-ci étant préservées essentiellement par la famille conçue dans ses qualités protectrices. Le corps avec ses différentes dimensions est le noyau même de l'intimité. La famille est garante de cette intimité nécessaire à chaque être. La présence et l'intervention d'un autre dans ce qui est apprécié comme intimité ne devrait se réaliser sans le consentement évident de la personne. Celui-ci est une notion qu'il ne s'agit sans doute pas de réduire à la simple expression orale d'un oui, à un moment donné. Ainsi, nous sommes parfois confrontés à des personnes qui se posent comme victimes d'un viol alors qu'au moment même de la scène sexuelle, celle-ci avait émis un accord. C'est dans l'après-coup que celle-ci considère n'avoir pas été consentante réellement. Nous sommes ici confrontés à l'examen des conditions du consentement, de la capacité d'une personne à pouvoir se désengager à tout moment d'une situation relationnelle, à pouvoir refuser une proposition de l'autre de la relation. Cette question est encore plus difficile quand l'une des personnes est mineure, voire sous l'autorité de l'autre. Nous pouvons considérer que l'autorité d'une personne est différente d'une position de toute-puissance. La garantie que l'autorité ne soit pas confondue avec la toute-puissance est contenue dans le rôle de l'État protecteur. Au nom d'une police des familles ou d'un nécessaire ordre social, l'État n'a cessé depuis quelques siècles de s'immiscer dans les affaires intimes des familles. Cette protection vient soutenir les plus vulnérables face aux abus de pouvoir de l'autre. Les exemples récents du renforcement de cette intervention portent notamment sur la qualification de viol entre époux et les révélations de nombreuses affaires de maltraitance à enfants ou de violence conjugale. Le droit civil et pénal prend ainsi pour objet les modalités des relations personnelles entre membres d'une même famille, en définit les interdits et les abus.
Le crime sexuel et la violence physique existent aussi à l'intérieur de la famille. Les adolescents en sont parfois auteurs ou victimes. Dans le champ de la criminologie, acceptant de poser le risque d'une réification psychologique d'actes nommés comme délits ou crimes, Apir souligne que les crises paradigmatiques et éthiques paraissent aujourd'hui les plus importantes. 7. Il s'agit d'investiguer toutes les situations violentes mettant en souffrance physique et psychique une personne, y compris celles correspondant au territoire habituel et intime de vie, à l'abri des regards des autres derrière les murs de la maison. Un écart semblerait subsister entre les droits de l'humain en société et ceux mis en pratique dans les relations intimes et privées au sein des familles. L'émiettement des relations familiales co-constitutif d'une mise en exergue de la dimension du désir toujours à soutenir, a modifié pleinement l'économie des relations humaines, compte tenu de l'affaiblissement ou de la transformation des cadres moraux et sociaux. Les personnes ne deviennent-elles pas plus isolées, y compris dans l'espace familial, malgré ou grâce aux nouveaux objets technologiques de communication ? Elles se soumettent à une interrogation renforcée sur leur autoconsistance et leur pérennité dans un système où l'autre peut prendre son autonomie et désirer autrement. Des vulnérabilités nouvelles déséquilibrent le fonctionnement psychique de certaines personnes, qui ne sont plus soutenues par les constructions institutionnelles et anthropologiques, tels certains rites anciens. Les interdits fondamentaux peinent à s'instruire. Le clinicien, que ce soit dans le cadre judiciaire ou thérapeutique, est sollicité sur le sens à donner aux souffrances exprimées à propos de relations affectives, intimes, familiales que la victime, à un moment de son parcours de vie, juge insupportables et inacceptables. La demande insistante de la personne qui se vit victime peut être renvoyée au clinicien ou au représentant de la loi pour l'aider à s'extirper d'une situation destructrice. Certains faits confirment malheureusement l'existence de scènes indignes de l'humain. Le psychologue et l'éducateur ne peuvent éviter de s'interroger sur ce qui serait inacceptable pour lui-même. L'éthique du clinicien vient inévitablement s'instruire d'une division fondamentale structurante entre deux valorisations dans la relation d'altérité: l'acceptable et l'inacceptable. Cette division s'apparente d'une division morale. Hakan 8 rappelle d'ailleurs que la morale en tant que science du bien et du mal correspond à une éthique universelle. Mais le clinicien ne peut-il pas cependant prendre distance par rapport à un découpage fixé d'avance arbitrairement par l'ordre social, pour prendre en compte un découpage sur une autre scène, celle du psychique? Dans ce cas, le socialement inacceptable devient traumatisme psychologique, régression, entrave au développement psychique, carence, refoulement mortifère. Le socialement inacceptable est aussi désigné dans la formule du comportement antisocial. Dans ce découpage bon-mauvais au risque d'un clivage, la mère est souvent désignée. Lebovici souligne les effets des perturbations précoces de la relation de la mère et de l'enfant. De longues séparations engagent l'enfant dans la structuration d'une image maternelle considérée comme mauvaise. 9. Comportements violents, sexualité agressive, délinquance sont référencés sociologiquement, axiologiquement et institutionnellement. Les savoirs cliniques et criminologiques investiguent les effets d'actes abusifs ou de relations proximales sous contrainte. Cette contrainte n'étant pas uniquement physique, il nous faut envisager le contexte d'emprise psychologique dans lequel s'organise la vie quotidienne des victimes, emprise obsessionnelle, hystérique, perverse ou psychotique dans les trois espaces courants que sont la famille, le voisinage et le lieu de travail. Comment peut-on penser les dynamiques des liens de dépendance entre ces trois lieux ? Victimes ou agresseurs sont souvent questionnés sur leurs modalités existentielles en ces trois espaces. L'hypothèse est celle d'une cohérence et d'un maintien durable de celle-ci. L'espace famille, espace plus ou moins limité et séparé du monde social, peut favoriser les dérèglements relationnels de sujets fragilisés par un parcours de vie mal étayé, mal cicatrisé, fragilisés par des événements sociaux ou professionnels. Au travers d'un processus défensif, la famille, dans son fonctionnement en système, par ses élaborations fantasmatiques, peut se fermer sur elle-même et s'interdire l'investissement affectif et social sur l'extériorité. L'attention à l'autre tend alors à s'appauvrir, allant parfois jusqu'à s'empêcher de rencontrer les autres. Dans une approche globale d'une situation relationnelle, l'inceste comme figure d'enfermement dans ses formes actuelles, vient dire les impossibles de la différenciation des sujets dans les aléas des fonctionnements familiaux où la différence des générations voire des sexes s'opérationnalise difficilement.
Comment articuler ce qui s'impose inévitablement en famille, avec la légitime liberté à dire, à faire, à se déplacer et à désirer. Lors des investigations a posteriori sur les situations violentes, les consentements allégués pour commettre les actes pénalisables n'exonèrent pas d'une interrogation à mener sur l'abus élaboré dans un contexte de développement affectif d'emprise, abus souvent masqués par le discours autour de la liberté de l'autre. Quelle réflexion s'autorise-t-on sur sa propre attention portée à l'autre proximal ? La question éthique portée sur la famille est heuristiquement riche, si nous nous autorisons à réinvestir celle de l'inceste ou des violences au-delà des problèmes de normes, de normalité psychopathologique ou sociale. L'éthique ne vient ni instrumentaliser ni normaliser ni institutionnaliser, mais est une vigilance de positionnement et d'analyse, fondée sur le postulat de la complexité du sujet humain en relation et sur la nécessité de protection de ce qui fait essence et intégralité de l'autre. Groupe social au sein du... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.